Arrête la sous-location, c'est devenu trop dangereux. Salut l'équipe, c'est Alexander Smart Concept. Aujourd'hui, on va parler des risques en sous-location et on avait parlé déjà des avantages, mais là, on va parler justement des risques et justement des désavantages. Donc évidemment, la sous-location, j'en fais toujours, je ne vais pas dire d'arrêter. Pour le coup, il faut prendre en compte certains points et non pas des moindres si tu veux être réellement rentable en sous-location et ne pas te faire piéger. On voit ça tout de suite, c'est parti. Donc point numéro 1, le primordial pour moi, c'est le fait d'être rentable ou pas. En fait, en sous-location, lorsqu'on va vouloir exploiter, on va d'abord regarder le loyer. Si le loyer est trop cher par rapport à ce qu'on peut viser en termes de location à la nuitée, pas besoin de faire une énorme étude de marché. Si on voit qu'en général les logements ils se louent 80 € la nuit sur Airbnb Booking, on sait que ces plateformes prennent à peu près 18%. Donc on peut se dire que pour nous, il va en rester à peu près, à peu près 70 €. Bon, 70 € x 20 nuits, on va prendre ça en compte. On va être à peu près à 1400 € par mois. Si j'ai un loyer à 1000 €, bon, je vais peut-être pas m'embêter à aller en sous-location, sachant qu'il va falloir que j'apporte de l'argent sur la table, d'accord? Mais ça, on y reviendra dans le point numéro 2. Donc, la rentabilité au niveau du loyer, déjà, ça doit être le premier point important. On fait notre check des annonces, on fait notre prospection. Si le loyer est trop cher par rapport au prix moyen de la ville pour le logement concerné, par exemple un T2 4 voyageurs, je ne le prends pas, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Regardez la rentabilité au niveau du loyer. Deuxième point, c'est de regarder la rentabilité à partir du moment où on paye le loyer, même si le loyer est plus ou moins intéressant, ce qu'il va falloir regarder, c'est les charges derrière. Donc quand je dis ça, ça va être Internet, mais en général, Internet, on le prend en compte, ça va être quelque chose de lissé. Moi, ce que je vais te parler là, c'est vraiment de l'électricité. Ça va être le gros point noir, c'est pour ça que je l'aborde ici. Sur le papier, tu peux avoir un logement qui est rentable, le loyer est OK, on sait qu'on va faire à peu près 1,5 x 2 en termes de loyer, donc on peut le prendre. Mais si tu as un logement, comme ça m'est déjà arrivé, et que c'est déjà arrivé à plein de sous-loueurs, tu peux en parler à n'importe qui autour de toi, ils vont te dire la même chose. Si le bien est mal isolé, ou que les DPE sont vraiment dégueulasses, tu vas te prendre des grosses charges en hiver. Donc en plus, on sait qu'en hiver, sur la moyenne de la France, c'est vraiment pas ce qu'on aime. Donc de novembre jusqu'à mi-mars, c'est vraiment pas exceptionnel, sauf décembre. Déjà que c'est pas exceptionnel, on va se prendre des grosses charges en électricité. Concrètement, je vais te parler simplement, pour des studios de 30 m², 4 voyageurs, je me prends entre 200, 250 €, voire 300 € par mois en hiver sur des logements mal isolés. Donc là, je te parle de passoire énergétique. On sait que normalement, tu vas me dire, oui, mais normalement, tu ne peux pas louer un logement qui est en passoire énergétique. Oui, mais en location courte durée, on est encore exempt de ça. On arrive à passer outre. Tu peux avoir une passoire énergétique, le louer en location courte durée. Et si tu consommes, c'est toi qui consommes et puis c'est tout. Okay, donc là, c'est pareil. En sous-location, on va supporter la charge énergétique. On va payer l'électricité. Ça sera notre contrat, sera au nom de notre agence. Donc si tu te fais défoncer au niveau de l'électricité, derrière tu vas prendre ton loyer par exemple 1000 € plus 300 balles d'électricité. Et si tu gagnes que 1007 derrière, le rendement il n'est pas très, il n'est pas vraiment exceptionnel. Donc c'est ultra important à prendre en compte. Pour moi, premier point rentabilité le loyer, deuxième point l'électricité. Donc bien demander au propriétaire s'il est intéressé de partir en sous-location avec toi, le DPE, la consommation énergétique et voir s'il a les factures de l'ancien locataire. Normalement, on peut le retrouver ça maintenant. Okay, sur n'importe quel contrat, on sait combien annuellement avait en dépenses l'ancien locataire. Ça te permet d'avoir une mensualisation. Moi, ce que je te conseille, c'est d'être au réel. Moi, j'aime pas les mensualisations parce que c'est un piège. À la fin de l'année, tu te retrouves à te faire défoncer. Moi, je préfère être au réel et comme ça, je vois si les 3 premiers mois, peut-être le propriétaire m'a menti. J'ai une clause sur le contrat en disant, non, là, il y a trop d'électricité, je me retire. C'est pas ce qui était prévu. Merci, au revoir. Troisième point à prendre en compte, selon moi, en sous-location, ça va être la copropriété. Parce que sur le papier, l'annonce, ça peut être très bien. Le propriétaire t'envoie les DPE, c'est OK, il ne consomme pas beaucoup, le loyer est cool, les photos sont top, c'est bien meublé. OK, sur le papier, tout est bon. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller en visite. Mais sur la visite, des fois, tu vas te rendre compte que la copropriété, elle est complètement dégueulasse. Et je pèse mes mots, tu vas arriver, le logement il a beau être refait à neuf, si l'entrée de la copro il fait peur, si les parties communes elles sont complètement vieilles, que rien n'est occupé, qu'il y a des traces de crasse et plein de choses, des déchets, des cafards, ce que tu veux, tu es sûr que tu vas te faire défoncer dans ta sous-location. Tu vas louer le logement, les locataires vont arriver, ils vont te démolir en commentaire. Tu vas pas faire autant d'argent qu'espéré puisque les commentaires vont venir descendre ta visibilité, ta note et donc tu auras moins de réservations. Donc pour moi, le troisième point, c'est la copropriété. D'une part sur la partie physique et d'autre part sur la partie administrative. Ultra important, ne va pas prendre une sous-location si dans le règlement de copro il est marqué noir sur blanc, location meublée interdite. Ok, pareil, s'il y a des mentions qui interdisent la location courte durée, tu ne pourras pas prendre justement en compte ce logement. Abandonne tout de suite, tu vas te faire
prendre des procédures par la copropriété, les voisins vont être chiants, etc. Donc il faut vraiment voir que la copro s'y prête à cette location courte durée. Quatrième désavantage pour moi de la sous-location, c'est qu'il va falloir faire la prospection active. Je m'explique. En conciergerie locative, je t'apprends à être bien marketé. Les propriétaires ont un problème, ils cherchent une conciergerie, ils t'appellent. Tu as ton offre irrésistible, tu vas les convaincre de travailler avec toi. Let's go. En sous-location, c'est différent. On va nous-mêmes aller chercher les annonces de propriétaires qui proposent des logements meublés en location meublée toute l'année et il va falloir les convaincre. Donc on va appeler plusieurs propriétaires. On va chasser beaucoup d'annonces parce que toutes les annonces ne se valent pas et pour réellement être rentable, il va falloir des logements de qualité. Donc on va avoir plus de temps de recherche, plus de temps de prospection, et également plus de temps pour convaincre les propriétaires parce qu'il y en a qui vont être complètement rédhibitoires par rapport à ta proposition. Ils vont dire non, moi je fais pas ça, c'est illégal, machin. Même si tu les rassures, ils sont bornés dans leur tête, ils veulent pas de sous-location, ils veulent un locataire standard, pas de société. Bon, ok. Il y en a d'autres qu'il va falloir convaincre parce que eux, ils sont un petit peu réticents, ils vont te poser des questions pour savoir, ils veulent que tu les rassures. Il y en a d'autres qui vont dire bah attends, ouais, super idée, ouais, tu me payes les loyers, tu entretiens le bien, ok, let's go, moi ça me va. Et eux, voilà, ils vont te dire let's go direct, mais avant d'arriver à ces propriétaires-là ou avant de convaincre les autres propriétaires de signer avec toi, il va se passer un petit peu de temps, donc il faut être un petit peu accroché au début. On va y passer plus de temps concrètement, à prospecter et à vouloir convaincre les propriétaires. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des non dans la tronche. Entre guillemets, c'est qu'au début tu vas appeler, tu vas peut-être te prendre 5 non avant d'avoir un 6e oui. Ok ? Et à contrario, tu peux peut-être signer un premier oui et ensuite prendre que des non. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. Il faut rester rigoureux, avoir justement ces alertes d'annonces qui tombent, échanger, réseauter avec des agences, essayer d'avoir un petit peu des contacts pour dès qu'il y a des propriétaires qui ont des logements meublés qui sortent, bah, qui t'appellent toi pour que tu puisses les prendre en sous-location. Cinquième point en sous-location qui fait partie, bon, on va parler des désavantages, des risques. Je le mets vraiment en cinquième point, il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique là-dedans, mais c'est que oui, pour investir en sous-location, en tout cas pour démarrer et se développer en sous-location, il va falloir mettre de l'argent sur la table. Donc pour moi, c'est pas forcément un point qui est forcément rédhibitoire dans le sens où bah, cet argent-là déjà il va être déductible et on le récupérera par la suite dans le sens où les dépôts de garantie qu'on va offrir au propriétaire, il va nous les rendre à la fin s'il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'il va falloir apporter? Premier loyer, 2 dépôts de garantie parce qu'on est en logement meublé. On peut essayer de négocier, de ne pas apporter de dépôt de garantie ou juste en apporter un mois. Si le propriétaire en veut 2, il faudra lui en fournir 2. Donc on a déjà le loyer à payer, les 2 premiers dépôts de garantie, l'internet, l'électricité et nos charges en sous-location, les charges d'assurance. Ok, il va falloir assurer le bien, avoir une assurance spéciale et une assurance RCP justement professionnelle, donc responsabilité civile professionnelle. La RC Pro, donc tout ça fait qu'il y a de la charge. On ne commence pas à aller en sous-location comme on irait en conciergerie locative avec 0 apport. Là, on a forcément de l'apport à mettre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'apport, tu ne peux pas commencer en sous-location. Si tu en as, tu vas pouvoir y aller. Dans tous les cas, il y aura un apport plus ou moins conséquent à fournir. Donc forcément, je suis obligé de le mettre en désavantage parce qu'on est obligé de commencer avec ça. Et du coup, on y vient. Suite logique, pour moi, le dernier désavantage, c'est forcément si on paye des dépôts de garantie aux propriétaires à la sortie des lieux. Forcément, il y a eu des rotations dans le logement, ça dure depuis des mois, depuis des années. Même si on a remplacé des choses, il peut y avoir de l'usure naturelle du logement. Ok, on ne peut pas le rendre à neuf comme on l'a fait. Si on y arrive, tant mieux. Mais des fois, il peut y avoir des petits trucs, comme pour un locataire qui s'en va finalement. On ne va pas à chaque fois regarder le petit truc, la petite rayure, la petite chose. Sauf sur les agences qui sont un petit peu scrupuleuses, qui vont tout relever pour vous faire payer le dépôt de garantie. Là, c'est pareil. Si c'est une agence ou un propriétaire qui est un petit peu comme ça, il peut vous garder le dépôt de garantie. Et là, soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord, mais vous lui laissez l'argent. Soit ça engage des procédures. En tout état de cause, ce que je vous recommande, c'est forcément de choisir le bon propriétaire. C'est d'avoir un investisseur qui comprend ce qu'on va faire. On lui explique clairement. Voilà, il faut que ce soit un échange de qualité. Il sait que derrière, on est là pour exploiter le bien. On le gère au quotidien. Tout ne peut pas être parfait comme il l'a vu au départ. Alors ça se trouve, il sera encore mieux parce qu'on a refait des travaux avec les litiges, on a réussi à prendre plus d'argent et on a refait quelque chose de super propre. Mais en tout état de cause, il y a des dépôts de garantie qui sont bloqués. Il faut prendre en compte que peut-être, si ça se passe mal de votre côté, dans le logement, ils puissent garder ce dépôt de garantie. Voilà pour ça, c'était pour les désavantages et les risques en sous-location. Voilà pour ça, c'était les risques et les avantages en sous-location. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.